Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Questions de patrimoine. D'ordinaire, nous accueillons dans cette émission des fournisseurs de produits ou de services à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous accueillons un conseiller en gestion de patrimoine. Il a passé toute sa carrière dans la même société. Il en assume aujourd'hui la présidence. C'est Meyer Azogui, le président de Cyrus Conseil. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, président de Cyrus Conseil, mais également membre du conseil d'administration de l'APECI. L'APECI, qui veut dire Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement, une très très belle association. Et également l'UCGP. L'UCGP, l'Union des conseillers en gestion de patrimoine, également association d'associations qui réfléchit aux problématiques de nos activités. Alors merci en tout cas d'être avec nous pour répondre à nos questions, mais aussi celles de nos internautes qui seront, comme à l'accoutumée, relayées par Georges Delataille. Bonjour Jean-François, nos internautes qui sont même déjà au rendez-vous. Nous avons déjà eu une bonne vingtaine de questions. Le sujet intéresse beaucoup et j'espère qu'ils vont continuer à en poser beaucoup. C'est toujours aussi simple, la zone sous la vidéo, vous pouvez en poser autant que vous voulez et on essaiera d'en relayer le plus possible. Allez, on va parler de votre avenir, de Cyrus, de vos ambitions, mais on va aussi essayer de débattre sur les enjeux de la profession de CGP. Tout de suite, on commence. On commence par parler de Cyrus Conseil, la société où vous avez fait toute votre carrière. Alors, déjà, on va parler de l'an dernier. L'année 2017 s'est passée comment pour vous? L'an dernier était une bonne année. Je crois qu'en beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, nous avons collecté un petit peu plus de 400 millions d'euros, dont 25% en immobilier. Voilà, avec un petit peu plus de 50 consultants patrimoniaux, c'est l'équivalent des banquiers ou des CGP. Alors 50 conseillers, consultants patrimoniaux, si on regarde aujourd'hui les chiffres clés de Cyrus Conseil, quels sont-ils? En agrégé, Cyrus Conseil, c'est 3,5 milliards d'actifs conseillers, 175 personnes, je dis 55 consultants patrimoniaux et 120 fonctions support. C'est très important, donc il y a énormément de fonctions support. En fait, Cyrus Conseil, ce sont des CGP simplement qui ont les appuis et les ressources d'une banque privée. Ok, ça c'est la situation actuelle. On a mis dans le titre de cette partie Cyrus Conseil bientôt trentenaire. Alors quand nous avons débuté notre carrière tous les deux, moi dans la presse et vous dans le conseiller en gestion de patrimoine, Cyrus Conseil existait déjà. La société était à l'époque dirigée par Gérard Parel. Comment la société a bougé dans le temps? On va revenir sur votre actualité, mais quelles ont été les différentes étapes de ces 30 premières années de vie? Alors déjà, les étapes se sont appuyées sur 4 piliers qui sont toujours les mêmes. Le premier pilier, c'est une approche globale. Cyrus Conseil a toujours voulu avoir une approche globale de la gestion de patrimoine, ce one-stop shop, une personne, une entrée où on peut parler de problèmes financiers, immobiliers, juridiques, fiscaux. Le deuxième pilier, c'est l'expertise. Nous avons commencé très tôt, avant les obligations réglementaires, à écrire, à se développer sur tous les aspects du droit de la famille notamment, la fiscalité. Donc le socle expertise est très important. Notre troisième pilier est l'indépendance. Alors à l'époque, il y a 30 ans, 29 ans, exactement, l'indépendance était un atout. Aujourd'hui, l'indépendance toute seule ne suffit pas. On y reviendra probablement. Ce qu'il faut, c'est les moyens de l'indépendance. L'indépendance capitalistique toute seule ne veut rien dire. Il nous faut aujourd'hui beaucoup de moyens. Et une entreprise qui n'a pas de moyens, même si elle détient son capital, ne peut pas être totalement indépendante. Et le quatrième pilier, celui que je préfère, c'est le côté intrapreneurial, entrepreneurial, où en fait la réussite individuelle rime avec la réussite collective. Et donc on a un nombre important d'associés. Aujourd'hui, il y a 65 personnes qui sont actionnaires, il y a 22 associés qui partagent la création de valeur. Alors on va reparler de cette situation actuelle avec le fait que vous ayez repris l'intégralité du capital. À l'origine, quand même, Cyrus Conseil s'est monté avec des industriels, avec des partenaires. Le premier partenaire a été Invesco. Nous avons eu la CPR. Eux-mêmes ne doivent même plus savoir qu'ils étaient actionnaires chez nous. Je précise tout de suite, quand on dit la CPR, c'est la compagnie parisienne de rescousse. Oui. C'est pas l'autorité de tutelle. Pas l'autorité de tutelle, non. Ça n'est pas elle. Nous avons ensuite la Banque Martin Morel qui a eu 34% du capital pendant près de 10 ans. Donc ça a été la première période où nous avons construit une marque autour de la gestion de patrimoine, un distributeur unique. Ok. Après, on a vu apparaître à votre capital, on a vu apparaître des fonds. Des fonds. Donc de 2008 à 2017, nous avons eu 2 fonds d'investissement qui nous ont accompagnés, toujours minoritaires, et qui nous ont permis de mettre en œuvre notre stratégie qui était de dire aujourd'hui, la distribution seule ne suffit plus.
Il faut également adjoindre des activités dites de production, d'usinage, donc tout simplement pour intégrer verticalement des marges et avoir la possibilité de créer des produits quand on ne les trouve pas sur le marché. Alors ça, vous avez fait ça sur la partie asset management? Avec InvestAM, absolument, qui est un assembleur de talents sur lequel je reviendrai, et puis Eternam, notre activité immobilière qui permet d'être très différenciante, notamment au travers de club deal, pour proposer à des investisseurs privés des investissements qui traditionnellement sont réservés à des institutionnels. Des clubs sur des bureaux, sur des hôtels, sur les plateformes de distribution, avec des tickets d'entrée de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions. Ok, donc ça c'est la deuxième phase. Et Deuxième là on est étape. quasiment aux 30 ans et on rentre dans la troisième phase? Absolument, donc là on est dans une phase où on est passé d'un acteur distributeur à un acteur intégré. Et aujourd'hui, 2018, donc effectivement, nous avons repris 100% du capital, mais pas tout seul, avec ce qu'on appelle de l'unitranche. Donc on a Ardian, petite société qui gère quand même 70 milliards et qui, au-delà dans son accompagnement, nous donne une ligne de crédit importante qui nous permet de nous développer. Donc nous sommes seuls au capital, mais nous avons les moyens, là aussi, d'un développement par des lignes de crédit qui sont déjà négociées et qui nous permettront de participer modestement à une consolidation de certains acteurs qui pourraient se reconnaître dans un modèle tel que le nôtre. Alors on en sait un peu plus maintenant sur votre histoire. Pour ceux qui ne connaissaient pas bien Cyrus et ne faisaient que le voir en oreille des échos. Georges, une première question très rapide sur Cyrus? Oui, non, on a répondu à toutes les questions, on a juste une remarque, on nous dit que vous faites pour tous les deux beaucoup moins de 30 ans. C'est très gentil. Je vous le relais. Parfait. Donc après cette première visite, je dirais un peu de Cyrus Conseil, on va rentrer, puisque c'est le thème principal de notre échange, on va parler des enjeux de la profession. Jingle. On a plein de questions qui sont arrivées. On va essayer on va y passer un peu de temps sur cette partie-là de structurer tout ça. On va essayer de regarder, voir les enjeux positifs, les enjeux neutres ou négatifs, etc. Sur la tendance et sur les besoins des consommateurs en matière d'épargne. Vous voyez les choses comment? Les épargnants, les investisseurs n'ont jamais eu autant besoin de conseils. Jamais. Sur le plan fiscal, ils sont perdus avec des lois de finances qui se succèdent. Là, on parle d'unification, mais c'est certainement pas une simplification. Sur le plan juridique, on a l'arsenal le plus complexe. Sur le plan financier, des taux d'intérêt négatifs, même à l'école, on n'a jamais appris ça. Il y a 30 ans, on ne savait pas ce que c'était des taux d'intérêt négatifs. Sur le plan sociétal, un besoin dû à un vieillissement de la population, une internationalisation des familles éclatées, qui font qu'à un moment, une personne seule est incapable de s'y retrouver. Ça, c'est le constat besoin client. Parallèlement, nous avons beaucoup de chance parce que les grands acteurs sont un petit peu occupés en ce moment. Il ne faut pas les sous-estimer, mais les banques ont une préoccupation majeure aujourd'hui. Elles gèrent plus un risque, elles sont plus dans la gestion du risque que la gestion d'un client. Donc la réglementation, on s'en plaint, mais elle est également très lourde pour eux. Et ils sont actuellement dans cette phase entre la digitalisation et... Donc c'est-à-dire qu'elles sont en train de se replier. Elles sont en train également de segmenter leurs clients. Et je pense que les conseillers en gestion de patrimoine que nous sommes, nous avons un champ énorme sur ce qu'on appelle peut-être de façon un petit peu, le terme n'est pas très joli, mais le ventre mou du marché. Des personnes physiques, des familles qui ont entre 500 000 euros et 3 millions d'euros. Ok, dans ce que vous venez de dire, vous avez parlé de la digitalisation au niveau des banques. Le métier du conseil est un métier profondément humain. Humain, absolument. Comment vous voyez la digitalisation et les fintechs? Est-ce que c'est un outil qui permet d'accélérer le travail et d'aller plus vite dans le traitement du client? Est-ce que c'est une concurrence? Quelle est votre perception des choses? C'est un outil indispensable qui permet d'avoir des gains de productivité sur les opérations sans valeur ajoutée. Tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est track-fin, tout ce qui est remplissage des documents à longueur de journée, là on va être aidé. Le deuxième avantage, et d'ailleurs nous sommes en train de créer une application chez Cyrus Conseil avec un coffre-fort numérique, avec la vie patrimoniale, c'est d'améliorer ce qu'on appelle l'expérience client, faire en sorte que nos clients qui a l'habitude, aujourd'hui, l'acte de consommation est immédiat. Il commande sur Amazon un article, moins de 12 heures après, il l'a. Il va retirer de l'argent qui lui appartient sur un contrat d'assurance vie, on va lui demander 15 jours. Il ne peut plus le supporter. Donc il faut pouvoir lui apporter ces outils. C'est le deuxième avantage de la digitalisation. Et le troisième, c'est la maîtrise de l'information, de la data. Mieux connaître nos clients, mieux on les connaîtra, mieux on pourra les servir. Donc cette digitalisation sont simplement des moyens.
Après, les fintechs, dans les fintechs, c'est très large. Il y a effectivement les robots advisors qui proposent un modèle automatisé sur l'allocation d'actifs. Nous sommes preneurs pour l'utiliser. Nos clients ont besoin de prendre des risques. Ils ne peuvent pas le prendre tout seuls. Et je pense que dans ce domaine, les fintechs vont être un atout supplémentaire grâce à leurs moyens plutôt plus sympathiques, avec un petit peu de gaming, pour arriver à mieux maîtriser le risque, donc avoir une réglette qui permet de dire à un client, on entend encore aujourd'hui, vous savez, monsieur le conseiller, moi je n'ai pas envie de prendre beaucoup de risques, je me contenterai d'un 4%. Ben, il va voir avec sa réglette qu'avoir du 4% sans risque, c'est juste impossible, et qu'il va avoir besoin de mettre 70% de risque pour l'avoir. Donc les fintechs sont un moyen, un outil indispensable, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il ne faut pas passer à côté. Donc nous on les regarde plutôt avec bienveillance depuis le départ, comme étant des outils d'appui, qu'on pourra mettre d'ailleurs à disposition de certains de nos clients qui pourraient en avoir besoin, parce que c'est le client qui décidera s'il a envie de faire tout seul. Je ne vois pas à quel titre on pourrait lui dire non. Allez, vous me dressez pour l'instant un portrait qui est relativement favorable pour les CGP. Vous nous dites l'évolution de la société. C'est réellement notre conviction, sinon on n'aurait pas repris 100% du capital. Okay. À 55 ans, on ne serait pas reparti sur un train de cette importance si on n'avait pas confiance en notre avenir, en l'avenir des conseillers en gestion de patrimoine. Pour autant, je suis là aussi pour vous challenger, et donc je vais vous challenger. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet pour les CGP, c'est l'évolution des marges? C'est vrai. C'est indéniable, nous avons une augmentation de notre coût d'exploitation du fait de cette réglementation nécessaire, peut-être un petit peu excessive par moment, et la baisse des marges qui est due au fait d'abord que nous avons des taux d'intérêt très faibles. Et proposer des frais de gestion à un client aujourd'hui avec des fonds en euros qui rapportent autour de 1,5%, des taux d'intérêt négatifs, on ne peut plus augmenter nos marges. Donc le problème de marge appelle pour nous deux réponses. La première, c'est celle de l'effet volume. Nous sommes obligés d'avoir plus de volume pour pouvoir amortir les fonctions support. Donc l'effet volume, on l'a de deux façons, en augmentant le nombre de conseillers, de CGP, et en augmentant également le niveau minimum des clients. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut upgrader les clients. C'est indéniable. Un client qui n'a pas un potentiel d'investissement de quelques centaines de milliers d'euros ne peut pas être aujourd'hui décemment servi et bien servi par un conseiller en gestion de patrimoine. Donc ça veut dire qu'on oriente désormais le marché que sur gestion privée, ce qui est au-dessus. En tout cas, chez Cyrus Conseil, c'est le choix qui a été fait. Nous avons 3 départements. Département gestion privée, gestion de fortune à partir de 3 millions d'actifs confiés et un département de family office pour des familles beaucoup plus fortunées qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros et sur un modèle uniquement basé sur des honoraires. Donc vous nous dites, grosso modo, il y a un élément clair, c'est la baisse des marges. On y répond par la nécessaire augmentation des volumes. L'augmentation des volumes et de l'intégration des marges. Aujourd'hui, avec InvestAM, nous sommes un assembleur de talents. InvestAM ne gère pas de fonds spécifiques sur les small caps européennes. On ne va pas se dire demain spécialiste du high yield américain. Nous sommes des allocataires d'actifs. InvestAM, c'est 10 personnes qui font le travail de CGP tout seuls. Simplement, ils ont des outils de contrôle du risque. Et notre rôle n'est pas d'empiler des gestionnaires, mais de les assembler. On travaille beaucoup sur les décorrélations. Donc cette marge qu'on pouvait laisser en donnant un mandat de gestion à la banque X, aujourd'hui, nous la donnons à InvestAM, qui fait exactement le même travail que nous faisions de façon artisanale, en allant chercher différents gérants assemblés. Et donc la marge, elle n'est plus dans la banque, elle est chez nous, en toute transparence avec nos clients, sachant que InvestAM a été créé en 2010, et depuis 2010, nous étions déjà complètement en accord, en harmonie avec totalement compliance par rapport à MIF 2. On n'a jamais eu de rétrocession au sein d'InvestAM sur les fonds. D'accord, donc vous avez été en avance sur le sujet, effectivement, en ne touchant pas d'argent. Question sur la thématique de l'architecture ouverte. Grosso modo, toute la place a dit qu'il faut faire de l'architecture ouverte, il faut qu'on trouve tout partout, etc. Mais après, finalement, on se pose la question de savoir l'élément différenciant, si on trouve la même chose partout, à part la capacité du gars à se dire je vais plutôt prendre celui-là plutôt que tel autre produit. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas confondre indépendance et dispersion. Notre histoire a fait qu'à un moment, nous avions 830 fonds dans notre base. On a beau avoir du monde, c'est impossible de gérer 830 fonds, de connaître les fonds. Donc il y a 4 ans, nous avons quitté, j'ose le dire, l'architecture ouverte pour passer sur une architecture contrôlée. 10 asset managers, dont InvestAM, donc 9 asset managers avec lesquels on a de vrais partenariats, qui ont des gammes extrêmement larges. On a une base de 350 fonds. Donc à partir de là, InvestAM va aller chercher tous les autres fonds sur le marché. D'ailleurs, InvestAM travaille beaucoup. On a à peu près 40% de la gestion qui se fait au travers de trackers, d'ETF, etc. D'accord.
Ça, c'est la partie production sur la partie asset management. Et on a la même chose sur l'activité immobilière en créant des club deals pour des investisseurs, comme je disais en introduction, privés. Mais je dis, la dernière opération, aujourd'hui, on est sur une opération d'une entreprise du CAC 40 qui a plus d'une cinquantaine de points sur un bail où on a encore 6 ans en moyenne devant nous. On a créé un club deal. Bon, le ticket d'entrée est à 1 million, on va avoir des rendements autour de 8%. Nous avons créé un FPCI parce que les actifs sont chers aujourd'hui, que ce soit des actifs financiers ou immobiliers. Donc on a créé un FPCI, un fonds professionnel de capital investissement, qui est investi uniquement sur de l'immobilier de transformation, du value add, parce qu'aujourd'hui, acheter du boulevard Haussmann à 2,5%, nous on ne fera pas ça pour nos clients. Donc on achète, on transforme, on achète un immeuble, on démolit, on reconstruit, on remet en location, on revend. Et là, on attend des TRI de 8 à 9% avec 50% de dette. Ça permet à des clients qui ne peuvent pas s'endetter de pouvoir investir et des tickets d'entrée relativement modestes de 100 000 euros. Ces produits, nous avons une marge qui est intégrée, qui est revendiquée, que nous expliquons à nos clients et qui sont en général, notre FPCI doit avoir des frais de gestion, je ne veux me fâcher avec personne, qui doivent être au moins de 40% inférieurs à ceux qui existent sur le marché. Ça veut dire que devenir producteur pour un CGP, c'est quelque part indispensable à la fois pour tenir les marges et à la fois pour se différencier en termes d'offres? C'est exactement en tout cas notre conviction. Si vous voulez, par rapport au CGP, celui qui est tout seul, aujourd'hui, son travail va être un petit peu moins intéressant parce qu'il passe beaucoup de temps à faire de l'administratif. Mais il n'est pas en risque. Parce qu'il est bon, parce qu'il tient ses clients, parce qu'il a une vraie valeur ajoutée. Mais il n'est pas en risque parce qu'il n'a pas de masse salariale. Si je suis chez GP et que j'ai déjà 4, 5 collaborateurs, voire 10, là, je me mets en risque. Parce que mes marges vont être absolument nécessaires pour pouvoir assurer ma pérennité et une qualité de service. Ne pas franchir la ligne jaune. Et là aussi, le modèle, nous avons des associés. Je répète, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Cyrus Conseil, ce ne sont pas une association de CGP. Il y a 175 salariés. C'est une boîte. C'est une société, voilà, avec des associés, avec des actionnaires. Mais donc, et là, je disais, le modèle d'associé permet aussi de ne pas franchir ces lignes jaunes. On est plusieurs et donc à un moment, on peut se retrouver pour des raisons de marge, aller vers un produit qui est rémunérateur mais qui n'est pas de l'intérêt de nos clients. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais chez Cyrus puisque c'est notre fonds de commerce. On peut faire rimer marge avec service client. Simplement, au lieu de la laisser à d'autres, on l'internalise, mais là aussi, c'est 11 personnes, 11 spécialistes, donc il faut pouvoir les payer. Donc il y a un effet volume qu'on retrouve encore. Georges, il y a plein de questions. Oui, et les premières questions qui sortent beaucoup, c'est on nous dit un des gros enjeux des CGP, c'est de se faire connaître. Et que finalement, la profession stagne depuis quelques années. Et vous, comment vous faites et comment un CGP doit faire pour mieux se faire connaître et donc se développer? Je rebondis là-dessus. Oui. Pourquoi? J'ai entendu l'argument tout à l'heure en disant les banques, elles sont en difficulté, elles gèrent le risque, etc. Elles n'ont pas de temps à consacrer à nos clients. Comment se fait-il effectivement que les CGP n'aient pas pris plus de parts de marché dans la dernière décennie? C'est une bonne question. Tous les ans, on dit qu'on devrait. Pour notre analyse, c'est qu'il y a un point majeur, c'est la notoriété. La notoriété, nous ne sommes pas connus. Nous avons une proposition de valeur qui est sans commune mesure. Je pense que objectivement, quand je dis nous, pas Cyrus Conseil uniquement, les CGP, nous avons une proposition de valeur qui est très largement supérieure à celle de nos banques. Mais nous ne sommes pas connus. Et un épargnant ne peut pas confier le fruit d'une vie de travail à une personne qui représente lui-même ou qui représente 2 ou 3 personnes. Et encore faut-il savoir qu'il existe. Donc aujourd'hui, nous avons un déficit de notoriété. Je pense que plus il y aura des sociétés importantes, plus il y aura des associations, plus il y aura des primoniales qui aujourd'hui a ouvert un marché, plus il y aura de Cyrus, mieux tout le monde se portera. Le cabinet qui est dans le Luberon, qui est dans le sud de la France, qui est à Lyon, qui est à Lille, doit se féliciter de voir des marques émerger. Plus on sera nombreux, plus on attirera l'œil des particuliers qui diront « Ah ben c'est vrai, ils existent ». Mais encore faut-il qu'ils le sachent. Aujourd'hui, ils ne le savent pas. Donc la notoriété, la marque est importante. Georges, on continue. Et après, pour la continuité, on nous dit finalement pour un CGP, quel est le produit de demain? Est-ce que c'est le conseil? Est-ce que l'assurance vie, c'est fini? Concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis incapable de vous dire quel est le produit de demain, si ce n'est de vous dire que c'est plus un service. Et au-delà du service, vous voyez, il y a 3 types d'acteurs ou 3 phases. Il y a les vendeurs de produits qui pensent que c'est la vente du produit qui fait la relation. Nous n'avons jamais été dans cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est le service. Donc c'est le one-stop shop, un service plus large. Aujourd'hui, on pense que ça n'est pas suffisant et qu'il faut ajouter
une brique qui est beaucoup plus humaine, émotionnelle, pour créer un lien fort avec un client. Donc ce côté humain va faire que derrière, on trouvera les produits. Nous sommes indépendants. Donc vous dire est-ce que c'est l'assurance vie, si ce n'est pas l'assurance vie, ce sera le compte titre, si ce n'est pas le compte titre, ce sera l'immobilier, si ce n'est pas l'immobilier, ce sera le private equity. Des produits, on les trouvera. Ce qu'il faut, c'est avoir une vraie valeur ajoutée. Cyrus Conseil, c'est 12 personnes à l'ingénierie financière et fiscale. Donc il faut pouvoir s'adapter et ensuite les produits, on ira les chercher. Faire attention aux phénomènes de mode, se challenger en permanence, essayer d'être un petit peu contrariant et aussi pouvoir suivre par moments des demandes de clients ou les refuser. Alors, on a une question justement, alors, la question était là sur les produits, là on est sur les sources, la bonne répartition en matière de sources de revenus pour les CGP. Il faut quelque part acter le fait que les rétros, c'était le monde d'avant? Non. En revanche, il faut acter que le monde d'aujourd'hui et de demain doit être également basé sur des honoraires. Pas simplement pour un équilibre des business models, pour une réalité. L'endroit où on rend le plus de services, on apporte le plus de valeur ajoutée, c'est le conseil. Et il n'est pas rémunéré. Et dans le passé, on apportait un conseil très important, on vendait un contrat d'assurance vie sur un client qui n'était plus jamais revu, et on était rémunéré tous les ans. C'est complètement aberrant. Donc il faut des honoraires, mais les honoraires seuls ne peuvent pas suffire à développer un modèle avec une marque. On a besoin de la marge du distributeur qu'il faut défendre, mais pour la défendre, on y revient, il faut une valeur ajoutée. Et une partie de la marge du producteur. On n'a pas que des produits intégrés, on a très peu aujourd'hui. On a 200 millions d'euros sur des fonds InvestAM pour 3 milliards gérés. Donc on voit bien on n'est pas du tout sur le repli et avoir uniquement ce qu'on appelle de façon impropre des produits maison. Donc l'équilibre, il est par le courtage et par les marges verticales plus des honoraires qui doivent être le reflet de la réalité d'un conseil donné qui mérite un prix. Une dernière question sur cette partie, Georges. Oui, on va commencer à parler du digital. Est-ce que quand même, ce n'est pas le point sur lequel il faut que les CGP aillent pour se... Est-ce que vous avez du digital, vous? À part votre appli? Oui, notre digital, vous savez, quand l'électricité a été créée, on n'a pas recruté un chef électricité officer. Le digital fait partie de notre quotidien, notre organisation. Mais là, ce qu'on appelle cette transformation digitale, on insiste, elle n'est pas que techno, elle est humaine. C'est une façon de travailler qui doit être différente. C'est une organisation interne. Si on veut que le client ait une expérience nouvelle, il faut que les collaborateurs aient une expérience nouvelle. Nous, aujourd'hui, dans nos bureaux qui sont complètement transformés, on a l'habitude de dire que c'est le bocal qui fait le poisson. Si je prends un poisson rouge, voilà, je suis un poisson rouge, voyez-moi un poisson rouge et vous me mettez dans le verre qui est posé là, ou dans un seau, dans une baignoire, ou dans un lac, le même poisson n'agira pas de la même façon. Donc le digital, il y a certes la techno qui est indispensable. Donc nous avons un CRM qui est développé. C'est sur plusieurs années, c'est plusieurs millions d'euros un CRM à développer. C'est une application, c'est un intranet, c'est Fuse pour les communications internes, c'est Yammer pour la communication. On supprime 50% des mails internes. Mais encore une fois, on ne cherche pas à imiter quiconque. On cherche à s'imprégner des codes, d'ailleurs de 2 codes. Nous, on s'imprime des codes du digital et des codes du luxe. Le positionnement de Cyrus Conseil, peut-être ça nous amènera à la 3e partie, c'est de créer une marque dans le luxe accessible. Parce qu'on doit aller, c'est là où il y a le plus de clients mal servis par les banques, et ils sont les plus nombreux. On peut tous rêver d'avoir des familles à 50 millions, à 100 millions. Ce n'est pas forcément la panacée. En revanche, avoir plusieurs familles à 1 million, là, la pérennité du modèle est assurée. Allez, il l'a fait, donc sans transition, puisqu'il a fait mon job. On passe tout de suite à la 3e partie pour parler des ambitions de Cyrus Conseil. Meïra Zoghi, président de Cyrus Conseil, vous nous l'avez dit il y a de cela quelques instants, le fait de reprendre 100% du capital, c'est bien parce qu'on y croit et qu'on a des projets. Quels sont vos projets? Notre projet, c'est de créer une marque réflexe dans le domaine de la gestion privée, la gestion de fortune et le family office. Une marque internationale, une marque française? Une marque francophone. Belgique, Luxembourg? Pour accompagner les Français qui partent à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons 14 bureaux en France. Nous avons un bureau à l'étranger. On va aller voir vos implantations. Voilà, le premier bureau que nous avons ouvert est à Tel Aviv pour accompagner les Français qui partent, mais on souhaite pouvoir accompagner des Français qui sont en Belgique, avoir
le Luxembourg comme hub pour pouvoir servir un certain nombre de clients européens, la Suisse, etc. Donc notre volonté aujourd'hui, dans notre jargon en interne, on dit nous sommes à l'an 1 de Cyrus 3. On démarre une nouvelle aventure qui est d'installer cette marque avec un projet qui est basé, donc c'est une fusée à 3 étages. Le projet se décline en premier étage croissance organique, deuxième étage croissance externe sur l'ensemble de nos métiers et troisième étage des métiers nouveaux, annexes sur lesquels on pourra Alors, croissance revenir. organique, des chiffres, l'objectif de collègue pour 2018 ? 2018, il reste relativement modeste par rapport à celui de 2017 puisqu'on souhaite passer à 450 millions, on était à 400 millions. Donc c'est plus le recrutement, il y a quand même 14 bureaux. Aujourd'hui, notre difficulté majeure, c'est le recrutement de bons professionnels. La logique, c'est quoi? C'est embaucher ou c'est racheter? C'est les deux, mon commandant. C'est d'abord, premier étage, je veux dire, c'est embaucher. Et embaucher, on a eu quelques très belles réussites d'intégration de CGP qui exerçaient cette activité depuis pas très longtemps, 5, 6, 7 ans, et qui en ont eu marre, et qui sont venus avec leurs clients, et qui sont aujourd'hui salariés, qui sont actionnaires, et qui continuent à faire leur métier comme ils le faisaient. Vous nous avez annoncé tout à l'heure que jusqu'à présent, vous aviez 55 consultants financiers sur des équipes qui font environ 175 personnes. L'objectif, Oui. ça serait de monter à combien? À 5 ans, on souhaiterait passer à 100 consultants, donc ce n'est pas non plus énorme, mais on compte également sur la croissance externe. La croissance externe, c'est sur nos 3 métiers, l'asset management, l'immobilier et la gestion de patrimoine, permettre à des acteurs de se regrouper, parce qu'on est plus fort à plusieurs, des acteurs par exemple CGP qui se reconnaissent dans ce modèle, qui en ont marre de travailler le samedi, les jours fériés, la Pentecôte, qui disent j'ai 50 ans, j'ai bien réussi. Alors nous on ne pourra pas s'associer à l'ensemble des CGP, il y en a quelques milliers. On va répondre tout de suite. La première question là qu'on a, Georges va la poser. Oui, votre projet est-il de racheter le plus possible de CGP? Non, non, on souhaite avoir des CGP qui ont un certain niveau de stock. Donc si c'est dans une ville dans laquelle nous sommes déjà présents, une 50aine de millions, une ville dans laquelle nous ne sommes pas, c'est plutôt 100 millions, et pouvoir leur permettre de dire, ils monétisent une partie, parce qu'ils ont une réussite. À un moment, il faut pouvoir prendre du cash, leur dire, vous pouvez vendre une partie, on vous associe à l'ensemble, et vous nous rejoignez pour un projet dans lequel vous allez pouvoir apporter votre pierre à l'édifice et développer ce Cyrus 3. Georges, justement, il y a une question sur ce sujet-là, sur ce qui se passe quand vous rachetez un cabinet. Oui, concrètement, on demande c'est quel degré d'indépendance est-ce que vous le laissez au CGP et à quel point est-ce qu'il est libre quand il vient chez vous? Alors, on n'a pas beaucoup On d'expérience. rentre à l'usine ou pas? On n'a pas non, vraiment pas. Et on a fait 2 opérations. Donc, je dirais, on distingue le CGP qui part, mais là, il n'y a pas d'autre solution que d'intégrer 100%. Autrement, nous sommes aujourd'hui sur des opérations de rapprochement dont on aura l'occasion de parler. Je serai très fier de pouvoir l'annoncer, mais ce n'est pas pour tout de suite. Vous ne voulez pas nous donner un exclu? Malheureusement, je ne peux pas. Mais là, on a prévu de laisser 2 ans à ce cabinet pour continuer à travailler. Pourquoi voulez-vous qu'on aille arrêter quelque chose qui marche? En revanche, dès les premiers jours, on va chercher des synergies. Mais il y aura une indépendance totale pour continuer à travailler tel qu'il le faisait, avec un objectif de convergence. On ne va pas se raconter d'histoire. L'objectif n'est pas d'avoir des structures les unes à côté des autres. Mais on fait le même métier, encore une fois. Le nombre moyen de CGP par bureau, il doit être autour de 6. Donc nous sommes des CGP, simplement avec des moyens beaucoup plus importants en fonction support. Donc on sait quelle est l'importance de la relation du CGP avec son client. On ne va pas les lui imposer. Quand on a une équipe qui nous a rejoints, alors certains sont plus récalcitrants que d'autres, on les laisse faire. Et au bout d'un moment, il y a une réalité qui s'impose. Si les performances ne sont pas au rendez-vous, le CGP, tout associé qu'il est, ne propose pas les produits qui sont en étagère. Développer une marque sur le marché francophone, une marque de référence sur la gestion privée, la gestion de fortune et le family office. Vous nous dites croissance interne, croissance externe. Vous nous dites aussi de développer de nouveaux métiers. C'est quoi votre idée? Alors d'abord, ce que j'aime dans cette période exceptionnelle que nous vivons, c'est qu'il y a énormément d'inconnus. On a beau faire des projets, moi je pense qu'en marchant, on va trouver des idées. Aujourd'hui, il y en a 2 qui nous intéressent, pour des raisons assez différentes. La première, elle est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider certains CGP
qui restent indépendants, avec lesquels on n'a aucune relation capitalistique, pour les aider à développer des clients d'un certain montant. Tout CGP a dans son environnement des clients importants qu'il n'ose pas traiter, il pense qu'il n'en a pas les compétences ou alors il n'a pas les produits. Aujourd'hui, nous avons les compétences et les produits pour pouvoir les proposer. Donc on est en train de réfléchir, voir est-ce qu'il y a un modèle qui permettrait de proposer du mandat de gestion, les produits d'Eternam, les club deals, des mandats de produits structurés avec des extensions qui sont demandées. Donc c'est des produits, j'ai envie de dire, uniquement de luxe, que les plateformes se rassurent. On ne va pas créer de plateforme, on ne va pas faire de concurrence. On a la question. Non, on ne va pas, nous ne sommes pas acheteurs de plateformes qui sont actuellement sur le marché. Nous souhaitons être un acteur éventuellement. Donc moi, je suis prêt à regrouper un certain nombre de CGP et leur dire, dites-moi de quoi vous avez besoin pour traiter des gros clients. Parce que vous avez de quoi faire et vous êtes meilleur que les banques. Simplement, à un moment, il faut montrer patte blanche, il faut avoir des produits différenciants. Quand vous arrivez avec un club deal hôtelier de 55 hôtels, murs, fonds, exploitation, avec des TRI de 10%, vous avez de quoi attirer. Quand vous avez une opération de report, dans le cas de 150 0 BTR, qui est différenciante, vous pouvez aller chercher votre client. Si vous allez le chercher avec du contrat d'assurance vie en euros, vous allez avoir du mal. Donc cette activité, on est en train de réfléchir, voir comment on pourrait assembler un certain nombre d'ingrédients qu'on pourrait mettre à disposition de CGP. Dans les métiers nouveaux, nous sommes en train également de regarder ce qui se passe du côté d'Internet. On a racheté un site d'assurance vie en ligne. Bon, on aura l'occasion de communiquer, qui est tout petit, hein, mais simplement, là on le voit plus comme un lab, comme une expérience client différenciante. La souscription est 100% en ligne et on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Peut-être qu'il y a des briques de la souscription qu'on va mettre à disposition des clients Cyrus. Peut-être qu'on va développer un modèle qui sera le modèle B2B, parce qu'aujourd'hui, pour développer une plateforme, ce n'est pas de l'ingénierie qu'il faut, c'est du système d'information. Donc le fait d'entrer dans ce marché va nous obliger à découvrir des exigences nouvelles et nous adapter pour transformer progressivement. C'est plus facile de partir d'une page blanche pour avoir une activité 100% digitalisée que des 29 ans qu'il y a derrière avec 15 compagnies d'assurance et 850 fonds, etc. Il y a un banquier qui a tenté de se lancer en ligne qui effectivement s'est dit qu'à un moment il aurait mieux fait de partir from scratch que de racheter une autre banque. Georges, une dernière question pour la route en 30 secondes. Oui, attendez, parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrivent. Excusez-moi, il y en a beaucoup qui arrivent en même temps. Et j'arrive. Non, on a une remarque plutôt amusante d'une personne qui nous regarde depuis le Brésil, qui semble vous connaître et qui nous dit qu'effectivement, du coup, le développement international non francophone ne semble pas être votre sujet. Et donc, lui, brésilien, ne pourra pas venir chez vous. Encore une fois, il faut aller où on a une valeur ajoutée. Proposer, quand on va à Tel Aviv, c'est pour proposer à des Français une approche globale et un service à la française. Et on n'aime jamais autant la France que quand on est à l'étranger. Et aujourd'hui, beaucoup de Français partent à l'étranger de façon temporaire ou définitive, donc on veut pouvoir les servir. Si je n'ai pas de valeur ajoutée parce que je n'ai aucune ADN commune, je ne vais pas aller développer le marché des milliardaires brésiliens. Ce serait juste ridicule parce que je n'ai rien à leur apporter, je n'ai pas la même ADN. En revanche, des Français qui sont au Brésil, nous en avons déjà quelques-uns. Bien, Meyer Azoghi, merci beaucoup d'avoir été des notes pour parler des enjeux autour de la profession des CGP, pour parler de Cyrus Conseil, qui fêtera bientôt ses 30 ans. J'imagine qu'il y aura une fête? Absolument, c'est dans un an. Ok, et bien en tout cas, vous nous avez dit que désormais c'était l'an 1 de Cyrus 3. Donc on espère qu'on aura l'occasion de vous revoir plus tard dans un an pour parler de l'an 2. Georges, un dernier mot? Oui, pour vous dire qu'on se retrouve dès jeudi prochain, dans 2 jours, très rapidement avec Primonial, avec Stéphane Vidal et Philippe Bourguignon, qui vont nous faire un petit point d'étape sur où en est Primonial et où est-ce qu'ils veulent aller. Voilà, nous parlerons également de leur rencontre au Club Méditerranée, c'est là où ils se sont rencontrés et aujourd'hui ils se retrouvent chez Primonial. Voilà, rendez-vous exceptionnel donc au niveau de la date, ce sera jeudi, dans 2 jours.